Passons à l'écoulement des fluides visqueux. Dans la réalité, les fluides parfaits qui s'écoulent sans frottement n'existent pas. L'écoulement des fluides réels fait apparaître des frottements des molécules entre elles et avec les parois de la conduite. Regardons cette figure ici. On a que les forces d'adhésion entre le fluide et les parois du récipient, elle va ralentir le mouvement des fluides. Et la vitesse des fluides sera maximale au centre de la canalisation. Alors, la première différence à voir entre les fluides parfaits et les fluides visqueux, dans un fluide parfait, on n'a pas de frottement. Dans un fluide visqueux, on a du frottement entre les molécules du fluide et la paroi d'un côté et entre les différentes molécules du même fluide d'un autre côté. Alors, pour une section de la canalisation dans un fluide parfait, on avait la même vitesse en tout point appartenant à la surface. Maintenant, dans un fluide visqueux, on a un champ de vitesse qui est maximal au milieu de la canalisation et diminue pour s'annuler sur les parois de la canalisation. Ici, on définit le coefficient de viscosité eta et la forme des forces de frottement. Alors, on suppose un fluide contenu entre deux surfaces solides. En partant de la couche supérieure, chaque couche horizontale fait glisser la couche en dessous. Cela explique la diminution de la vitesse lorsqu'on passe de la couche supérieure vers la couche inférieure. Ici, vous n'avez pas à trouver la forme de la force F, seulement vous devez savoir que F est égal à eta S qui est la surface, V sur D, où eta est le coefficient de viscosité. Il est exprimé en poids, en newtons secondes par mètre carré. On a aussi vu que dans un fluide parfait, on peut appliquer le théorème de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli n'est plus applicable pour les fluides visqueux, mais à la place de Bernoulli, on peut appliquer la loi de Poisseuil. La loi de Poisseuil donne le débit d'un fluide dans un tube, comme étant D qui est dV sur dt est égal à pi R4 delta P 8 hepta L, où L est la longueur de la canalisation. P1 et P2 sont les deux pressions des deux côtés de L, et hepta est le coefficient de viscosité. Alors, pour un fluide visqueux, on parle d'une distribution de vitesse. La vitesse est maximale au centre. On peut calculer, elle s'annule au niveau des parois. On peut calculer la vitesse moyenne à travers une surface qui est égale à V maximal sur 2. Elle est aussi égale à delta P R carré sur 8 hecta L. Alors, le débit, je peux remplacer dans la formule qu'on a vue dans la loi de Poisseuil, la formule de débit, et le débit est égal à A V moyen. Alors, ce qu'il faut comprendre, dans les fluides parfaits, même surface, même vitesse. Tous les points appartenant à la même surface d'une canalisation ont la même vitesse. Dans un fluide visqueux, on a une distribution de vitesse. La vitesse est maximale au centre. Elle s'annule aux parois. La vitesse moyenne est égale à V max sur 2. Et ici, dans le débit sera égal à A V moyenne. Alors, en comparant le cas d'un fluide parfait au cas d'un fluide réel, pour une surface de la canalisation, toutes les molécules passant par cette surface ont la même vitesse.
tandis que pour un fluide visqueux, on a une distribution de vitesse qui est maximale au centre et qui s'annule aux parois. Dans le cas des fluides parfaits, on applique le théorème de Bernoulli. Dans le cas des fluides visqueux, on applique la loi de Poisseuil. On a parlé des vitesses. Le débit peut être calculé par AV dans le cas des fluides parfaits et AV moyenne dans le cas des fluides visqueux. Vous remarquez ici dans les fluides visqueux que le débit et la vitesse moyenne sont fonction de la perte de charge. C'est quoi la perte de charge? Puisque vous avez un frottement, si on réalise ce dispositif pour un fluide réel, puisque vous n'avez pas de frottement dans un fluide réel, alors vous n'allez pas perdre de l'énergie pendant l'écoulement. Alors, si pour une canalisation qui est dans le même plan horizontal, si vous mesurez les pressions ici à des différents points de la canalisation, vous allez réaliser que vous n'avez pas une diminution de pression. Mais lorsque vous faites circuler un fluide réel dans ce dispositif, vous remarquez que la pression va diminuer avec l'écoulement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a une diminution d'une certaine quantité d'énergie. Elle est perdue par le frottement, puisque c'est un fluide visqueux et j'ai du frottement, alors j'ai perdu de l'énergie à cause de ce frottement. On va aider la perte de charge, delta P. Alors, si vous pouvez mesurer la pression en ce point et la pression en ce point. Je peux mesurer la pression en ce point en mesurant la hauteur du liquide ou en écamène. Alors, delta P peut être calculé. Et delta P, on l'appelle la perte de charge. Passons à la turbulence. On a vu au début de ce chapitre qu'on peut distinguer deux régimes d'écoulement. L'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. Et on a vu qu'à partir d'une certaine vitesse critique, on passe du régime laminaire au régime turbulent. Pour déterminer dans quel régime on travaille, on peut parler du nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds peut être calculé comme étant ρVD sur eta, où eta est la viscosité et V est le diamètre de la canalisation. Si le nombre de Reynolds est au-dessous de 2300, on dit qu'on est en régime laminaire. Si on est entre 2300 et 4000, on est dans un régime transitoire. Si on est plus grand que 4000, on est dans un régime turbulent. Aussi, une simple application de calcul de vitesse. Je vous laisse s'amuser avec le calcul. Passons maintenant au phénomène de transport. Contrairement au mouvement dû à une différence de pression, dans cette partie, on va étudier le mouvement d'un fluide qui est induit par un gradient de concentration. Il y a deux phénomènes deux phénomènes principaux, la diffusion et l'osmose. La diffusion, comme on voit dans la vidéo, est le transfert de solutions alors, que ce soit dans la diffusion ou bien dans l'osmose, on a un gradient de concentration. Dans la diffusion, les solutés, les molécules de soluté vont être transférées vers les zones de faible concentration. Dans l'osmose, ce sont les molécules du solvant qui vont être transportées vers les zones de forte concentration dans le but d'égaliser les deux concentrations à la fin. Dans l'osmose, l'osmose nécessite l'utilisation d'une membrane
semi-perméable ou bien ce qu'on appelle une membrane sélective. Alors, pour la diffusion, c'est le passage de la matière d'une zone à haute concentration vers une zone à faible concentration. Quelques molécules peuvent traverser vers les zones de haute concentration, mais leur nombre est négligeable, jusqu'à ce que l'équilibre est établi, les deux concentrations deviennent les mêmes. Les phénomènes de transport sont caractérisés par la loi de Fick. La loi de Fick, elle donne le flux de particules qui traversent une surface S. Alors, puisque c'est un flux, c'est la masse des particules qui ont traversé par unité de temps. Alors, c'est la masse sur le temps, c'est le flux de matière qui traverse une surface donnée. Il est égal à D, où D est le coefficient de diffusion en mètres carrés par seconde, fois S, cette surface, fois C2 moins C1 sur L, C2 moins C1 sur L, c'est le gradient de concentration. Alors, on peut calculer le flux à travers une certaine surface, en connaissant bien sûr C1 et C2. Passons maintenant au cas du mouvement à travers un milieu visqueux. Je vais considérer un corps qui se déplace dans un milieu visqueux. Alors, il sera soumis à la résistance, à une force résistante au mouvement. C'est un cas déjà traité dans la mécanique classique. On va le reprendre ici. Alors, tout d'abord, je vais considérer un objet sphérique de faible rayon R qui se déplace dans un fluide. Si j'applique la deuxième loi de Newton sur ce corps, il est soumis à trois forces. Fg qui est la force gravitationnelle, B qui est la poussée d'Archimède et la résistance de l'air. Alors, lorsque je projette sur Y positif, j'obtiens moins Fg plus P plus Fr est égal à MA. On a vu qu'il est très important de savoir déterminer la forme de cette force de résistance. Ici, on va déterminer la forme de Fr dans deux cas. Le premier cas est si l'objet est sphérique et de faible rayon, et dans les autres cas. Commençons par les objets sphériques. Pour déterminer la forme de Fr, il faut revenir à la loi de Stokes. La loi de Stokes me dit que Fr pour les objets sphériques de faible rayon est donné comme étant 6 pi eta R fois V. Alors, comme on remarque ici, Fr dépend de R, le rayon de l'objet, de eta qui est le coefficient de viscosité, mais elle est proportionnelle à V. Alors, elle a la même forme qu'on a déjà vue dans la mécanique classique. Alors, en remplaçant Fr dans la deuxième loi de Newton, on peut déterminer la vitesse terminale de cet objet dans le fluide. On sait bien que la vitesse terminale est déterminée lorsque l'accélération est égale à 0. On a vu que la vitesse change jusqu'à un certain point. Okay. Ensuite, elle va tomber avec une vitesse constante appelée vitesse terminale. Alors, je vais remplacer Fr dans la loi de Newton. Je vais dire qu'à la vitesse terminale, l'accélération devient 0. Alors, je remplace A par 0. Plus il y a moins Fg plus B plus Fr est égal à 0. Fg, c'est M du corps fois G. Je peux mettre en fonction de ρ V. Plus B, la poussée, c'est ρ du fluide GV. Plus Fr, la formule donnée ici. Et je peux déterminer la vitesse terminale d'un petit objet sphérique de rayon R qui tombe dans un fluide. Maintenant, si j'ai d'autres formes, je sais que si j'ai d'autres formes, Fr est donné comme étant égal à kV. Revenons à la deuxième loi de Newton. La vitesse terminale est déterminée lorsque A égale à 0 et je vais remplacer Fr par kV. Alors, vous pouvez de nouveau déterminer la nouvelle forme
de la vitesse terminale. OK? C'est le même travail qu'on a déjà fait dans la mécanique classique. On termine cette partie et ce chapitre par le taux de sédimentation. Ici, je vais considérer une centrifuge qui tourne à une certaine vitesse angulaire W. OK? Alors, c'est quoi le taux de sédimentation? Le taux de sédimentation est la vitesse à laquelle les matériaux tombent dans un fluide. Le taux peut être augmenté en augmentant la valeur de G. Je suis en augmentant la valeur de G, ou bien comment on peut augmenter la valeur de G en utilisant la centrifugeuse. En effet, la vitesse angulaire élevée de la centrifugeuse donne une grande accélération radiale, beaucoup plus grande que la valeur de G. Alors, on peut remplacer dans l'expression de la vitesse terminale obtenue ici, G par W2R. Et on peut avoir la vitesse, la nouvelle forme de la vitesse. Ici, vous pouvez remarquer que les particules de plus grande masse auront la plus grande vitesse terminale et les particules de faible masse vont avoir une faible vitesse. Alors, les particules lourdes vont se déposer en premier au fond de l'éprouvette. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une centrifugeuse, je vous invite à faire une petite recherche sur Google pour savoir. Aussi, on va discuter un peu sur Zoom, c'est quoi une centrifugeuse et tous les phénomènes qu'on a déjà vus dans ce cours. Le chapitre 1 est terminé. J'espère que vous avez commencé à étudier. La semaine prochaine, on terminera les TD du chapitre 1 et on commence le chapitre 2. On commence la nouvelle partie qui est la thermodynamique. لكن اعملوا معروف خلصوا الشابتر 1 لانه البارسيال كل اللود بالبارسيال راح يكون على الشابتر 1 اكيد راح يكون عندنا بتيت بارتي دو لا ثيرموديناميك بس هون راح ناخذ اكبر شقفه من الشابتر